composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end parce que moi, si. Et tout de suite, pour commencer la semaine, cette journée, on a une émission assez chargée. On commence tout de suite avec le MIFO. Quand tu viens là, on sait qu'il y a plein d'activités qui s'en viennent. Puis là, on va commencer directement avec la première. Super. Aujourd'hui, on va parler plus des arts. Évidemment, on présente beaucoup de spectacles. On a aussi une galerie d'art au MIFO. Et je vais commencer, on va y aller dans l'ordre des dates, comme ça, les gens vont pouvoir vraiment bien l'écrire à leur calendrier. Le premier spectacle que je veux vous partager, c'est le spectacle Antarctique Solo. C'est une pièce de théâtre qui est basée sur un livre, le livre est basé sur une histoire vraie. Donc, on suit l'histoire de l'explorateur des temps modernes, Frédéric Dion, qui est allé en solo en Antarctique, d'où vient le titre. Et lui, il veut battre un record du monde. Il veut faire le tour de l'Antarctique en le moins de jours possible. Sauf qu'en cours de route, il y a une tempête avec des vents très, très forts. Et la corde qui retient son traîneau brise. Et lui, il sait d'expérience. Il a 20 minutes pour retrouver son traîneau, sinon la neige va le recouvrir. Et là-dedans, il y a sa nourriture, il y a sa tente, il y a tout ce qu'il a besoin pour faire son voyage. Et ces 20 minutes, est-ce qu'il va survivre ou pas? Donc, à travers la pièce de théâtre, on vit vraiment minute par minute ses efforts pour retrouver son traîneau, mais aussi ses préparations. Lui, il a 2 filles. Est-ce qu'il va revoir ses filles ou pas? Et ce qui est bien aussi, c'est que la pièce est jouée en solo. Donc, c'est une seule personne sur scène, 12 000 mots. C'est assez extraordinaire par Rémi-Pierre Paquin, qui est un excellent comédien. Wow. Ça a été écrit par Brian Perrault. Et Frédéric Dion a participé à la création de la scène. Donc, évidemment, il s'est assuré, voici comment on met ses bottes, voici comment on monte une tente pour que ça soit réel. Et là, on a tous les bruits, la musique, les vents, le décor est extraordinaire aussi. Et ça, on présente ça le 19 octobre au Centre des Arts Shankman. Et évidemment, pour les billets, mifo.ca, c'est le meilleur endroit là, pour les trouver. Super. Donc ça, du théâtre, on passe à la musique. D'accord. On va avec Ballade transcanadienne. Cette année, c'est la 2e édition. Et le concept, c'est qu'on fait une balade à travers le Canada, d'où vient le nom. Balade, c'est un jeu de mots sur balade, aller se promener, mais balade, la musique aussi. Et on a 3 auteurs, compositrices, interprètes de 3 régions différentes qui vont jouer de leurs chansons, qui vont nous faire découvrir leur nouvel album. Par exemple, on connaît bien Céleste Lévy, qui est du nord de l'Ontario. Elle, c'est la tête d'affiche. Donc, elle va vraiment nous faire 1 heure de musique et elle vient tout juste de sortir son nouvel album. Donc, on va pouvoir découvrir ses nouvelles chansons. Ensuite, on a Sophie Pelletier du Québec et Amélie Hall du Nouveau-Brunswick qui vont faire un 20 minutes chaque, ce qui nous permet de les découvrir. Et nous, ce qu'on aime, c'est les présenter une première fois dans le spectacle et les faire revenir plus tard, soit dans la même année, comme Amélie Hall va revenir plus tard cette année, ou dans les prochaines programmations. C'est un super spectacle. Je vous conseille vraiment. Je suis allée à la première édition l'année passée. C'était excellent. 25 octobre, encore une fois, au Centre des Arts Shankman. OK. D'accord. Donc, 19 et 25. Exact. D'accord. On passe à autre chose? Oui. Si vous n'êtes pas trop spectacle et plutôt art visuel, le 25 octobre, qui est la même date que Ballade transcanadienne, on a une activité qui se déroule dans le cadre de la Semaine des Arts qui s'appelle le Cercle Découverte. C'est un super concept. On a 4 ateliers de 20 minutes pour découvrir la peinture acrylique, l'aquarelle, le dessin et le façonnage d'argile. Et on retourne à la maison avec 4 œuvres. Et possiblement, ils pourront être exposés dans la galerie d'art du MIFO tout le mois de novembre aussi. Donc ça, encore une fois, mifo.ca pour s'inscrire. C'est vraiment abordable. C'est seulement 15 $ pour faire l'atelier. Et comme je dis, on retourne à la maison avec 4 œuvres et on découvre les bases de ces 4 médiums différents. D'accord. OK.
Et finalement, pour aujourd'hui, évidemment, je reviens, donc je vous parlerai de ce qui s'en vient plus tard dans les prochaines émissions. Je termine avec le duo d'humour absurde, les Denis de Relais. Donc là, on a fait théâtre, on a fait chanson, on s'en va en humour, qui va être présenté le 16 novembre au Centre des Arts Shankman. Et c'est vraiment, là, cet humour-là est éclatant. Il y a des fois, il y a des silences un peu inconfortables, mais sont tellement drôles, ces deux gars-là. On les appelle le Denis barbu et le Denis à palette. Moi, j'ai pu les voir en rodage dans la saison dernière et j'ai adoré. On les présente sur la grande scène cette fois-ci dans la salle Harold Shankman. Et je vous dis, ils sont tellement drôles. Ils font des chansons en plus de ça pendant leur spectacle. On va se souvenir de l'époque des chansons comme Fantastique que tout le monde chantait. Mais là, ils reviennent, ils ramènent de la musique dans leur spectacle. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer là, au mois de novembre. D'accord. Donc là, pour toutes les informations, comme tu as dit, www.mifo.ca pour les tickets. Alors, merci beaucoup, Gabrielle. Merci à vous. Bonne journée. Alors, on parle d'abord de théâtre au MIFO, on parle de théâtre, ensuite de musique, ensuite de découverte visuelle. Et donc, si vous voulez prendre des tickets, participer à ces événements-là, vous avez juste à aller vous rendre sur le www.mifo.ca. Juste après, on parle de lecture avec les presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ne manquez pas notre prochain match du hockey de la LHJMQ, alors que les Voltigeurs de Drummondville viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est vrai qu'on va parler de livres ici, mais tout d'abord, on va parler des Jeux olympiques canadiens, si je peux les appeler ainsi. C'est bien ça? Oui, okay. C'est vrai. Et Monsieur David Patterson, vous êtes le directeur général du Conseil des Jeux du Canada. Alors, c'est quoi le Conseil des Jeux du Canada? Le Conseil des Jeux du Canada, c'est chargé d'avoir un Jeu du Canada de jeu à jeu à jeu. OK. Donc, il y a une société d'hôtesse dans chaque des communautés des Jeux du Canada. Comme également maintenant, il y a une société d'hôtesse qui travaille vraiment fort pour les Jeux 2019 à Red Deer. Mais nous travaillons pour les Jeux, pour assurer que les attentes soient comblées. Oui, absolument. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de société d'hôtesse. C'est quoi? Mais comme on demande des Olympiques, nous connaissons bien le VANOC à Vancouver. C'est une société qui a organisé les Jeux olympiques à Vancouver. Oui. Donc, nous avons les sociétés hôtesses qui organisent les Jeux dans chaque communauté des Jeux. D'accord. Et nous sommes comme le comité international olympique où organiser tous les Jeux. D'accord. Ah, OK. Donc là, on va parler des Jeux qui s'en viennent pour 2019. Oui. Moi, la première question que je vais vous poser, on parle du Jeux olympiques. Quand on a l'habitude de voir les Jeux olympiques, c'est vraiment des pros qui travaillent là. Oui. Est-ce que c'est des professionnels ou des amateurs? Ce sont les amateurs jeunes
Des jeunes. Oui, et au chemin vers les Jeux olympiques. C'est les Jeux en développement. C'est la prochaine génération vers les Jeux olympiques. Donc, nos anciens, comme Sidney Crosby ou Chandra Crawford, viennent les Jeux olympiques après les Jeux du Canada, mais c'est un bon endroit préparatoire pour les athlètes, pour avoir un village, pour avoir une grosse équipe, pas juste équipe de hockey ou de ski de fond, mais une grosse équipe comme équipe d'Ontario. D'accord. Et c'est un bon préparatoire pour les Jeux olympiques ou les Jeux Commonwealth ou les championnats du monde ou Ligue nationale de hockey ou n'importe quelle chose après ça. OK. Et les Jeux qui s'en viennent pour 2019, est-ce qu'on a déjà choisi où est-ce que ça va se passer, la région? On a fait une rotation entre les provinces et les territoires. D'accord. Et c'est la tourne d'Alberta pour 2019. 2019 en Alberta, on a choisi la ville Red Deer. Et la ville est vraiment excitée, vraiment préparée pour recevoir tout le pays et tous les 3600 athlètes, les entraîneurs, les officiers, tout. Et ce sera le plus gros événement en histoire de Red Deer. Et c'est une bonne chose pour la communauté et c'est une bonne chose chaque fois pour le pays, pour développer les meilleurs jeunes athlètes. Et les 3600 jeunes, les athlètes, qui sont... C'est quoi les âges? On fixe les âges par sport. C'est pour assurer que c'est la prochaine génération. Okay. Donc en gymnastique ou patinage artistique, normalement un petit peu plus jeune. Un peu plus jeune. Mais en ski de fond, un sport où on marturait un petit peu plus loin, c'est plus vieille, presque 22 ans. Donc, il y a une grosse rangée, mais la plupart est 16 à 18. OK. Là, on parle des athlètes, on parle de jeunesse. Comment est-ce que vous faites pour rejoindre, je veux dire, des jeunes intéressés, même les jeunes, à participer à ces Jeux olympiques-là? Parce qu'ils se préparent pour des grands Jeux olympiques pour plus tard. Oui, et chaque province a préparé leurs athlètes pour les Jeux du Canada et dans le système de chaque sport. Et c'est important de vivre dans le système du sport, pas avoir un autre système pour les Jeux du Canada. Donc, ils travaillent dans le club, après ça, pour l'équipe provinciale, et après ça, les Jeux du Canada, et après ça, l'équipe nationale des Jeux olympiques. Donc, s'il y a un athlète ici en Ottawa qui est intéressé à participer aux Jeux du Canada, il faut qu'il fasse ses preuves. Travailler fort dans leur club et pour la province après ça. Et c'est important de rester dans le système. Et après ça, les leaders du sport en Ontario est intéressé en vous si vous êtes assez bon pour les Jeux du Canada. Oui. Donc, vous allez vous chercher. OK, d'accord. OK, donc là, si j'ai bien compris le système des conseils des Jeux du Canada, en fait, vous êtes comme les mentors de la relève de demain. C'est bien ça, parce que ça passe par une formation. Ils doivent faire forcément leurs preuves avant d'intégrer d'abord le conseil des Jeux du Canada. Oui. Pour les communautés, oui. Il faut démontrer qu'il est prêt pour être un athlète de haut niveau. Oui, à haut niveau. Mais il faut démontrer ça dans le sport, avec son coach, avec le coach de l'équipe provinciale. Pas à nous. Nous ne choisissons pas les athlètes. C'est ça. C'est les experts de ça, c'est comme en Ontario pour l'équipe Ontario. D'accord. Est-ce que le lancement a déjà été fait pour lancer la nouvelle saison ou on attend un tout petit peu encore? Parce que c'est 2019, on est à 2 mois de 2019? Oui, ça sera en février. Donc, pour la plupart des équipes, ils sont déjà choisis. C'est un processus de presque 18 mois pour préparer une équipe. Et c'est comme le chemin vers les Olympiques, c'est un chemin long et franchement dur. Il faut travailler dur pour être préparé pour les Jeux du Canada. Donc, pour la plupart, les équipes sont choisies maintenant. Ben, merci beaucoup. J'ai appris plein de choses et puis peut-être que je vais m'inscrire dans 2 ans.
peut-être? OK. Oui, absolument. OK, merci beaucoup. Alors, pour le Conseil des Jeux du Canada, vous pouvez aller faire une recherche pour savoir comment ça se passe et puis visiter le site web aussi pour avoir des informations et puis pourquoi pas vous inscrire pour les prochains Jeux à venir. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle maintenant de littérature. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Lara Manville, qui est la directrice des presses de l'Université d'Ottawa. C'est plus facile de dire Puyo. Oui, c'est plus facile, c'est moins lent. Alors, c'est excellent. Surtout que c'est bilingue. Okay. Les presses de l'Université d'Ottawa, University of Ottawa Press. C'est ça. Toujours très long. Toujours très long. Alors, avec vous, on va parler en gros des presses de l'Université d'Ottawa. Puis, qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est quoi les presses de l'Université d'Ottawa? On est une maison d'édition, mais une maison d'édition universitaire. Alors, on prend les travaux de recherche des professeurs. Ça peut être des professeurs de l'Université d'Ottawa, mais ce pourrait être des profs qui viennent d'ailleurs ou des chercheurs affiliés à des instituts de recherche. Et donc, qui viennent publier chez nous parce que ils veulent publier dans une collection bien établie. Donc, on attire des auteurs de chez nous, mais d'ailleurs également. Nous, on travaille avec les auteurs pour publier dans les règles de l'art, avec l'évaluation par les pairs et tout un processus en lien avec l'édition savante. Mais au final, ce qu'on veut, c'est produire des livres qui vont être lus par le plus grand nombre de personnes possible. Alors, on ne va pas publier une thèse de doctorat. De toute façon, les thèses de doctorat aujourd'hui sont déjà disponibles en ligne. Mais on va prendre la recherche brute, on va travailler avec l'auteur pour retravailler le texte, enlever le jargon qui est trop complexe pour un lecteur intelligent, mais qui n'est pas spécialiste dans ce domaine-là, pour pouvoir produire des livres intéressants. Donc ça, c'est une partie de notre mandat. L'autre partie du mandat, c'est donc de travailler à la recherche, à la diffusion de la recherche auprès des chercheurs, auprès des étudiants. Mais je crois profondément aussi à l'importance des presses universitaires d'établir des liens avec la communauté, de jouer un rôle important. Et aux presses de l'Université d'Ottawa, notre programme d'édition française, et là, je fais la distinction parce qu'en fait, on a un programme d'édition, mais en deux langues. Donc, le volet francophone, on a le mandat de soutenir les communautés francophones hors Québec. Les presses de l'Université d'Ottawa sont les seules presses universitaires francophones à l'extérieur du Québec.
On n'est certainement pas les seuls à publier sur des questions qui peuvent intéresser les communautés francophones en milieu minoritaire. Mais on a toujours eu ce mandat-là. On s'intéresse, on va publier des ouvrages que peut-être que d'autres maisons d'édition ne publieraient pas. Oui. Et donc, on joue un rôle extrêmement important à ce niveau pour faire connaître les enjeux actuels, l'accès aux soins de santé, par exemple. On a 19 collections. Ainsi que des collections de littérature qui sont spécifiquement dédiées à la littérature et à l'histoire et à la culture des communautés francophones hors Québec. D'accord. Donc là, j'ai assez d'informations, mais quelque chose qui m'a juste tout de suite accroché, c'est que vous retravaillez en fait on va dire les recherches et des professeurs. Ça prend en compte aussi des étudiants, hein, juste pour savoir. Les recherches des étudiants ou pas? Exceptionnel. Oui, et il arrive qu'on publie des étudiants qui nous amènent un manuscrit qui est pertinent, très bien écrit. Évidemment, on a tendance habituellement, ce sont de nouveaux auteurs et donc ils exigent un accompagnement de la part des presses. Mais c'est bon. Mais il est clair que ça fait partie de notre objectif à la fois de soutenir des auteurs qui sont déjà connus, déjà primés, mais aussi de développer les auteurs de demain. OK, d'accord. Et puis là, vous avez 3 axes dans lesquels précisément vous publiez, c'est ça? Notre programme éditorial est de 19 collections. 19 collections. Est organisé en 3 grands axes. Francophonie et études canadiennes. Ensuite, politique publique et mondialisation. Et ensuite, société contemporaine. Donc, on a dans tout ça 19 collections qui vont de l'histoire à la philosophie, à la littérature, le droit, la politique et les politiques publiques. Oui, c'est ça. La sociologie, éducation. Donc, vraiment tout un éventail. Et chacune de ces collections est dirigée par un expert dans ce domaine-là. Quelqu'un qui est un chercheur, un professeur, qui est habituellement un professeur titulaire qui a déjà publié, qui est bien connu dans le domaine. D'accord, qui va chapeauter, que ce soit un nouvel je vais dire, auteur, ou que ce soit même un ancien qui vont travailler ensemble pour encadrer tout ça. Oui. OK. Et puis, comment est-ce que vous arrivez au point où on se dit, OK, par rapport à cette recherche-là, on veut le publier, cet ouvrage, mais il faut changer des mots ou changer... Parce que ça reste, si on parle de technologie, par exemple, ça reste de la technologie. Comment vous arrivez à changer des mots? Il y a tout un processus de toute la chaîne de production du livre. Donc, on travaille toujours avec l'auteur. On ne voudrait jamais que du manuscrit... il soit écarté. Jusqu'au processus d'impression où le livre, finalement, imprimé, arrive dans les mains de l'auteur, qu'il y ait des surprises. On veut jamais ça. On travaille toujours avec l'auteur. On travaille habituellement dans Word, tout simplement. Au départ, sur le manuscrit. On travaille avec l'auteur pour revoir la structure, revoir le texte. On va faire une révision linguistique. Ensuite, le livre est mis en page, non pas dans Word, mais dans des logiciels de design graphique, donc InDesign, par exemple. Les corrections des preuves, donc une fois que la mise en page est faite, on fournit le PDF du manuscrit mis en page et l'auteur a encore la chance de revoir son manuscrit et évidemment on travaille avec des professionnels, donc des réviseurs professionnels, des graphistes professionnels, des correcteurs d'épreuves professionnels pour voilà. Et en fait ça donne des résultats de très bons résultats. Je suis très fière cette année non seulement d'avoir publié 25 livres, très bons livres, mais aussi qu'on ait été finaliste dans 3 grands prix, c'est-à-dire le prix du livre savant, le livre de Luciotte, c'est un collectif dirigé par Luciotte et François Paré, les littératures francophones à l'épreuve du temps, au prix du Canada, qui est le plus grand prix scientifique au Canada. Ensuite, en sciences humaines. Et ensuite, le livre,
On est finaliste présentement au prix du gouverneur général en traduction d'un ouvrage qui a gagné le prix du Canada il y a quelques années. Et on vient le traduire vers l'anglais. Et puis enfin, le livre de Maurice Henry qui a été finaliste au prix Trillium, qui est le plus grand prix littéraire en Ontario. Puis on le voit tantôt, M. Maurice Henry. Puis là, ça vous rend fier parce que là, c'est quand même... chaque livre, c'est un peu comme un bébé. Hein? C'est ça. On s'y attache, on travaille avec les auteurs et finalement, ce beau bébé est mis au monde et puis on essaie de le faire grandir. Il est accepté, je veux dire, par tout le monde, hein, parce que c'est ça le prix d'être finaliste, là, ce qu'il a accepté par la communauté. C'est extrêmement important et c'est très motivant et encourageant. Et d'avoir eu, et pour moi, très personnellement, c'est une source de grande fierté d'avoir été finaliste dans ces 3 catégories, parce que ces 3 catégories correspondent à un volet de notre mandat. Donc, je suis très, très contente. Vous avez parlé de volet. On reçoit M. Maurice Henry tout à l'heure. Dans quel volet est-ce qu'on le met dans les 3 axes que vous m'avez donnés? Alors... Monsieur Henry publie dans la collection Philosophica, qui est une de nos collections phares, et qui est dans le 3e axe. Le 3e axe qui est Société contemporaine? Oui. OK. J'ai bien fait. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'étais avec le PUO, presse de l'Université d'Ottawa, avec la directrice générale. Puis on a parlé de tout ce qui arrive chez eux. Si vous pouvez faire un tour sur le site web, pour regarder ce qu'ils ont là-bas et puis vous renseigner sur les livres et les ouvrages à venir. Tout de suite après la pause, on parle avec un auteur des presses de l'Université d'Ottawa, M. Maurice Henry. On parle de son livre « Donc, je suis ». Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un zeste. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous parlons maintenant avec un auteur des presses de un auteur qui a publié son livre aux presses de l'Université d'Ottawa. C'est ça, M. Maurice Henry. On parle maintenant de votre livre « Donc, je suis ». Donc, je suis. Le titre, il est vraiment comme accrocheur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre? D'où est-ce que ça vient l'inspiration pour ce titre? Vous avez entendu dire « Je pense, donc je suis ». Donc, je suis, oui. De René Descartes, oui. Le français, philosophe. Moi, je ne suis pas une philosophe, je n'ai pas une formation de philosophe, quoique j'ai fait mes cours de philosophie comme tout le monde, quand on était au collège et à l'université. Mais j'ai décidé de prendre non pas la première partie de sa fameuse phrase « Je pense, donc je suis ». J'ai laissé tomber la première partie et j'ai gardé « donc je suis ». Donc je suis. Et voilà. Et pourquoi garder cette deuxième partie, donc je suis? Parce que ça me permettait de me présenter non pas comme un philosophe officiel, mais comme un gars qui a des réflexions
Et puis qui aime bien penser, qui aime bien s'attarder sur des sujets et qui le fait d'une manière plus appliquée, si je devrais dire. Parce qu'auparavant, durant ma vie, j'ai publié une vingtaine de nouvelles et de 4 ou 5 romans. Mais je me suis dit, cette fois-ci, on va aller vers une réflexion plus poussée. Exactement. Et ne pas passer par la fiction. Voilà. Très intéressant. Et puis là, vous avez parlé, par rapport au titre, vous avez parlé de René Descartes. Et ça, ce livre-là, vous m'avez dit tantôt que c'est un essai philosophique. Donc, moi, je l'ai feuilleté un peu et puis j'ai vu qu'avant chaque, je vais pas dire chaque histoire, mais chaque petit paragraphe, on commence toujours par... un exergue. C'est ça, une exergue ou quelque chose de très philosophique et puis on rentre directement dans le sujet. Est-ce que c'est René Descartes seulement qui vous a inspiré pour... Non, pas pour ça. Je pense que le titre Descartes s'arrête au titre, je devrais dire. Mais pour le reste, ce que j'ai tenté de faire, c'est simplement présenter un texte en mettant d'abord, au tout début, une pensée qui reflétait en quelque sorte le contenu de ce que j'allais dire dans le texte. Super. Et dans ces textes-là, il y en a 25 environ. Je pense que c'est 25 en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Merci de me le confirmer. OK. Donc, au début de chacun de ces textes, j'ai fait donc ce texte en exergue et là, j'ai mis ce que moi, j'avais planifié d'y mettre. Je devrais vous dire que, contrairement à mon livre antérieur, qui était Le poids du temps, également publié aux presses de l'Université d'Ottawa, j'avais fait un livre qui était fait de réflexions accumulées au cours d'une période de, mettons, 8 ans. D'accord. Et puis, après coup, une fois que tout ça a été là, j'avais ça sur papier dans une espèce de magma, vous savez, sans ordre. Et j'ai décidé d'y mettre de l'ordre. J'ai séparé tout ça, j'ai étudié chaque texte, je l'ai remis dans des chapitres différents, et ça a fait un livre. Ça s'appelle « Mettre la charrue devant les bœufs ». C'est ça. Exactement. Pour ce livre, j'ai fait le contraire. J'ai fait le contraire, qui est habituellement la manière dont on fait un livre. On commence par avoir au moins un petit plan. On n'est pas obligé de respecter le petit plan quand on écrit, mais il faut au moins partir avec une idée qu'on va suivre, qu'on va tenter de suivre tout au long du texte. Exactement. Et c'est ça que j'ai fait ici. J'ai donc essayé de planifier chacun des essais qui sont là, qui ne sont pas reliés en passant. Ils ne sont pas reliés les uns aux autres. Non, du tout, du tout. Et puis là, vous commencez, comme vous avez dit tantôt, vous commencez par des essais, puis après vous donnez votre approche à vous. Donc, par rapport à l'approche, ça part souvent de votre vécu ou c'est juste une analyse complète que vous faites de la société et puis vous tirez maintenant votre approche? C'est ça. Le texte varie. Par exemple, si on veut donner des exemples des textes, c'est ça. Ce sont des textes qui portent, par exemple, je ne sais pas moi, sur l'amitié, qui portent sur les noces d'or des vieilles personnes. Ou bien qui portent sur la bonne étoile que certaines personnes ont et que d'autres n'ont pas. On pense par exemple à des grands artistes, ou même peut-être à M. Justin Trudeau, ou peut-être à Céline Dion, par rapport à qui eux ont fait vraiment des merveilles, alors que d'autres n'arrivent pas. Alors j'aborde une faute de sujets comme ça. Et puis je parle par exemple de la rhubarbe des cimetières, ce qui est une réflexion sur... J'essaie de dire d'une manière gentille qu'il y a des gens là qui vivent par la racine voilà. Il y a d'autres sujets, bien sûr. Alors, il y en a 25 comme ça que j'ai accumulés et ce sont des réflexions. Vous les choisissez avec soin, n'est-ce pas? Et puis, moi, je suis un homme qui, surtout dernièrement, je ne veux pas écrire des romans à la Tolstoï, vous savez, ou à la Dostoïevski. Je veux avoir des textes plutôt courts, qui me permettent de dire autant de choses que possible, avec le moins de mots possible. Puis là, j'ai commencé à le lire, puis je me suis arrêtée sur Post-Mortem, comme je vous l'ai dit tantôt, et puis il y a une phrase, je ne vais pas dire une phrase, mais en tout cas un verset ou un passage qui, moi, m'a touchée. Ça dit « Il existe dans toute une vie, surtout à ses débuts, un instant privilégié où l'on fait un choix déterminant qui décide de tout son avenir. Si on le rate, on ne peut plus jamais y revenir. » Oui. Puis ce passage-là, il m'a accroché. Donc, dans le fond, je ne sais pas comment vous le dire, là, mais cet essai philosophique-là, il permet au monde de se remettre en question par rapport à votre approche. Oui, ça permet de remettre au monde. Ça rappelle une chose, que par exemple,
Par exemple, en début de vie, mettons quand on a 20 ans, quand on a 25 ans ou 18, là, on fait des décisions au sujet de sa carrière, au sujet de ses études, au sujet de sa compagne, une femme ou un homme. On fait une décision à un moment donné. Et puis, on est jeune, on est fou. On n'a pas tous les éléments qu'on devrait avoir pour faire une décision. Mais quoi qu'il arrive, la décision, une fois faite, vous la gardez toute votre vie. Vous l'avez avec vous toute votre vie. Vous ne pouvez pas changer. Enfin, on peut changer. Contrairement à ce qu'il est dit là, c'est pas absolument immuable, là, mais on peut changer, mais c'est plutôt difficile. Oui. Puis, donc, avec ce livre-là, quel genre de personnes est-ce que vous voulez rejoindre? Des jeunes, des personnes plus âgées? Oui, des personnes qui ont acquis quand même une certaine réflexion. C'est pas un livre de snob, ça, là, mais seulement c'est un livre qui est un petit peu plus difficile à lire. Et puis, j'ai été très content de voir qu'à l'Université d'Ottawa, aux presses de l'Université d'Ottawa, on a en quelque sorte accroché à ces livres-là. Et puis, on a reconnu qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans ça. Ça, j'ai bien apprécié. Super, très intéressant. Et puis ça vous rend fier, hein, je me dis. Est-ce qu'on aura droit à d'autres livres dans ce genre-là? Parce que moi, j'accroche là. Est-ce qu'on prépare un autre truc dans ce genre? Oui. Okay? Je dis oui. OK, d'accord. OK, on fait confiance. Et puis là, comme on a vu avec la directrice tantôt, vous êtes finaliste au prix Trillium 2018. Oui, c'était pour le livre Le poids du temps. Puis ce livre-là, il parle de quoi? Le poids du temps, c'est ce livre auquel j'ai fait allusion au début de notre conversation. C'est un livre qui a été écrit sur une longue période de temps. C'était des réflexions qui me venaient. Je me levais la nuit à 2 heures du matin et je disais, il ne faut pas que j'échappe cette phrase, ou ce paragraphe, ou ce mot. Et puis je me levais et j'allais le mettre en ordinateur. Et le lendemain matin, j'examinais ça. Parfois, c'était bon. Parfois, mais c'était complètement stupide. Alors, vous savez, quand on se lève la nuit pour écrire quelque chose, on ne sait jamais ce qu'on va trouver le lendemain matin. Oui, c'est ça. Et puis là, juste pour savoir, ça parle de politique ou c'est encore des affaires philosophiques ou de société? Il y a un chapitre spécialement sur la politique dans Le poids du temps. Dans Le poids du temps. Dans Le poids du temps, il y a un chapitre sur la politique exclusivement. Et vous savez, j'ai passé une bonne partie de ma vie à l'ombre un peu des politiciens parce que je travaillais dans ce qu'on appelle les organismes centraux au gouvernement fédéral. Ça veut dire le bureau du conseil privé, ça s'appelait le bureau des relations fédérales provinciales, ou la commission de la fonction publique, vous savez. Bon. Et puis j'ai travaillé là, donc j'ai travaillé très près des politiciens, donc j'ai eu l'occasion de les voir agir. De les voir agir, puis aussi, peut-être bien intérieurement, sans le dire expressément, de porter jugement sur eux, sur ce que je voyais. Et ce jugement-là, il est passé dans mon livre, Le poids du temps. Discrètement. Mais merci, M. Maurice-Henri. Puis moi, je vous souhaite une bonne chance pour le prix, là, et puis je sais que vous l'aurez, là. Vous l'aurez, oui. Je prierai pour vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour avoir ce livre, je vais juste mentionner que le lancement il est déjà disponible sur le site web et toutes ces affaires-là, mais le lancement du livre se fera officiellement le 8 novembre à la Librairie du Soleil dans le marché Bail. C'est gratuit, toute la communauté est invitée, et puis allez rencontrer M. Maurice-Henri et puis acheter le livre. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle avec des représentants du Musée des Beaux-Arts. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec M. David Kilander du Musée des Beaux-Arts. Bonjour. Et avec vous, bonjour, on va parler du père de la photographie. Je vais dire tout court, là. De la photographie artistique. Exact. OK, c'est ça? Oui. Et déjà, pour commencer, vous êtes agent d'éducation là-bas au Musée des Beaux-Arts. Exact. Un agent d'éducation, c'est juste pour les enfants ou... Oh non, pas du tout. Là. Le département d'éducation crée des programmes pour tous les publics, les enfants, les adultes, tout le monde. Pour tout le monde. Vous êtes agent d'éducation pour tout le monde. OK, d'accord. Et comme je disais tantôt, on va parler de l'exposition qui s'en vient chez vous, qui est le père du père de la photographie artistique, M. Oscar. Son nom m'échappe. Oscar Reilander. Reilander. Oscar Gustav Reilander. Gustav Reilander. OK, d'accord. Oui. Alors, photographie artistique, c'est quoi la particularité de ce genre de photographie? Ben, on l'appelle, il est connu comme étant le père de la photographie artistique. C'est un peu différent si on imagine la photographie. Ben, aujourd'hui, on comprend que la photographie, ça peut être plusieurs choses, mais il y a des artistes qui font de la photo et les œuvres photographiques, c'est des œuvres d'art parfois. Mais à l'époque d'Oscar Reilander, c'est un artiste du 19e siècle, donc vraiment au début de la photographie. À cette époque-là, la photographie était souvent considérée comme une sorte d'outil pour les artistes. Reilander, qui est artiste britannique, mais d'origine suédoise, il travaillait en Angleterre. Il était d'abord peintre et dessinateur. Il se servait de la photographie un peu comme aide-mémoire ou comme outil pour des fins de peinture ou de dessin. Mais plus ça allait, plus il découvrait que la photographie était une manière de créer des images qui étaient super intéressantes et pleines de possibilités. Finalement, il s'est dirigé vers la photo, mais en tant qu'artiste. Fait que la photographie comme œuvre d'art en soi. OK. Et puis, l'exposition qui s'en vient chez vous, on va revisiter ses œuvres ou on va parler de l'histoire de ce monsieur? Oui, les deux, oui. Et on va regarder, il y a 140 œuvres dans l'exposition qui ouvre en passant ce vendredi. Hein, il ouvre au public vendredi le 19 octobre. Le vernissage, c'est jeudi soir à 18h, donc le 18 octobre. Le public peut venir au vernissage aussi, c'est gratuit. Oui, l'exposition a 140 œuvres, dont un certain nombre de peintures et de dessins, puisqu'il était artiste peintre au départ. Okay. Mais il est vraiment connu là, dans le monde de l'histoire de l'art et l'histoire de la photo comme photographe. Puisque aussi, fait qu'on va voir plein de ces photos, là, des dizaines de photos, incluant une photo en particulier qui s'appelle « Les deux façons de vivre », qui est un exemple super intéressant parce que ça montre un peu une technique qu'il n'a pas inventée, là, mais pour laquelle il est très connu, qui s'appelle la technique d'impression combinée. Donc, Deux façons de vivre, c'est une photo à grand format avec une trentaine de personnages, mais ça n'a pas été pris avec 30 personnes devant la caméra et clique une fois. Il a pris les 30 personnages individuellement, donc ce qui veut dire au moins une trentaine de négatifs individuels qu'il a exposés l'une après l'autre, dans le chambre noire, sur une feuille de papier photographique. Donc, c'est une sorte de photomontage ou une collage, si on veut, de tous ces personnages-là, mais imprimés l'un après l'autre sur le même papier. Fait que c'est particulier comme manière de procéder, mais ça a été très, très influent là, sur des générations de photographes qui suivaient. Ça a dû demander beaucoup de travail parce que... Oui. Oui, parce que là, il n'y avait pas des outils qu'on a aujourd'hui comme Photoshop, par exemple. Exact. Aujourd'hui, si on prend, admettons, on a une quinzaine de photos sur notre desktop, l'ordinateur, et puis on les sélectionne l'un après l'autre, on peut les combiner comme ça. Même sur le téléphone, c'est facile. Oui, exact. C'est plus simple. C'est pas exactement... c'est pas totalement différent de ce que faisait Reilander aux années 1850, sauf que lui, il faisait dans chambre noire, et puis bon, il faut voir la photo en personne pour vraiment voir à quel point c'est incroyable, cette technique. Et puis, comment vous avez appelé ce genre de photo-là déjà, là? Ça s'appelle une technique d'impression combinée. Technique d'impression combinée. Et cette photo-là, est-ce qu'on va le voir à l'exposition? Oui. Oui.
Oui, fait qu'il faut venir. Ça vaut la peine de venir voir l'expo. C'est une occasion, c'est la première fois dans l'histoire où on fait une rétrospective sur le travail de cet artiste-là. C'est pas quelqu'un qui a été oublié, si on veut, mais il est connu surtout chez les photographes et les gens qui étudient l'histoire de la photo. Oui. Mais c'est vraiment un personnage intéressant et puis qui a eu une carrière très importante et qui a influencé les générations qui suivaient. Est-ce que la photo que nous voyons à l'écran, on va la voir? Oui. Et puis, c'est quoi l'histoire de cette photo? C'est une photo qui, Rylander, beaucoup de son travail portait un peu sur la condition humaine, si on veut. Fait qu'au milieu des années 1800 en Angleterre, exact, il photographiait les gens dans toutes sortes de différents moments dans leur vie. OK, d'accord. Et puis là, on a parlé de l'exposition. On a dit qu'il y aura 140 œuvres qui seront exposées. Et puis là, pendant l'exposition, qu'est-ce que ça sera? On aura je ne sais pas comment le dire, des descriptions, des photos, tout juste en bas, où on aura des oreillettes pour une visite guidée. Oui, il y a des descriptions, il y a ce qu'on appelle les étiquettes enrichies, donc il y a toujours des textes. Étiquettes enrichies, c'est comme chaque œuvre a une étiquette, et puis souvent il y a un petit texte à côté qui nous aide un peu à comprendre un peu de quoi il s'agit. Mais il y a aussi, j'ai expliqué que le vernissage, c'est jeudi soir le 18. À 18h. Il va y avoir des activités au vernissage. C'est vraiment un moment privilégié de venir passer un bon moment au musée puis voir l'exposition. L'expo ouvre au public le lendemain, donc le 19, et samedi, le 20 octobre, donc samedi qui vient, à 1h30 de l'après-midi, il y a ce qu'on appelle une rencontre avec l'expert. La conservatrice, Laurie Paulet, qui est la personne qui est montée l'exposition, va être dans les salles d'exposition pour parler devant le public, là, et puis ça, c'est gratuit aussi. Une fois que vous entrez au musée, il n'y a pas un autre billet à acheter pour l'exposition, et puis vous avez la personne qui est l'experte, si on veut, au Canada, qui monte l'exposition, qui va être là pour nous parler de l'expo. Donc ça, c'est vraiment à ne pas manquer aussi. Super. Alors, l'exposition, on va dire, finalement, c'est pas juste sur une seule journée. Ça commence depuis le vernissage, le jeudi soir, et jusqu'au samedi. Et samedi, et puis l'expo continue jusqu'au 3 février 2019. Et dans quelle salle est-ce que ça va se passer? Dans les salles de l'Institut canadien photographique du Musée des Beaux-Arts du Canada, le ICP. Fait que c'est la partie du musée, c'est un institut au sein du Musée des Beaux-Arts du Canada qui s'occupe de la collection de photos. Qui s'occupe de la collection de photos. Ouais. Gratuit, payant? C'est gratuit. OK. Il faut avoir les frais d'entrée au musée, mais une fois que vous êtes au musée, l'expo est gratuite. D'accord. Puis pour avoir les informations, on va directement sur le site web, je suppose. Beaux-arts.ca. OK. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, on va parler de l'exposition avec le père de la photographie artistique, Monsieur Oscar Gustav Rylander. Je l'ai bien dit. Alors, ça commence le jeudi avec le vernissage. Vendredi, vous avez l'exposition. Et le samedi, vous allez rencontrer un expert pour vous parler de toutes ces œuvres-là. Pour les informations, visitez le site web pour participer à cette exposition-là. On prend une toute petite pause et juste après la pause, je reçois une autre représentante du musée des Beaux-Arts avec elle, on va parler d'une autre programmation. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Papillons
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Andrea. Comme pas. Claude Andrea. Ben, bienvenue. Alors, vous êtes agent aussi d'éducation au Musée des Beaux-Arts. Puis avec vous, on va parler de plusieurs programmes. Il y en a 4 aujourd'hui? On en parle de... On a plusieurs programmes au musée, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les 4. Sur les 4, oui. OK. Le premier dont on parle, c'est Rayon d'art. Le Rayon d'art, oui. C'est joli comme nom. Oui, merci beaucoup. Donc, le Rayon d'art, c'est un programme pour les gens atteints d'une maladie de la démence et leurs accompagnateurs. Donc, ce sont des visites plus ou moins tranquilles, visites ludiques avec nos guides interprètes au musée. Et c'est une chance de vraiment avoir une conversation dans un lieu très sécuritaire et très créatif. Et c'est une visite qu'on fait une fois par mois. Ça débute au mois de novembre et ça continue avec un thème différent chaque mois jusqu'au mois de mai. D'accord. Ouais. OK, donc c'est une programmation qui commence, vous avez dit en novembre, qui se termine en mai et chaque mois, il y aura un nouveau thème. Un nouveau thème chaque mois. Comme on travaille en directe collaboration avec la Société de la démence d'Ottawa, les gens s'enregistrent là-bas avec la Société de la démence. Et nous, on a les informations sur notre site web, mais on dirige les gens vers la Société de la démence. Est-ce que c'est la première fois que ça s'est fait au Musée des Beaux-Arts? En fait, c'est la 3e année qu'on le fait, avec beaucoup de succès. C'est une petite communauté et c'est un des seuls programmes pour cette communauté avec la démence et leurs accompagnateurs. C'est vraiment une chance pour avoir une conversation entre eux et avec le groupe. Et qu'est-ce qui se passe durant je dirais pendant ces visites? À quoi est-ce qu'ils s'attendent, ces personnes, quand ils viennent? On va toujours avoir un plan de quelles œuvres. Donc, un thème, ça pourrait être les portraits de famille, par exemple. Le mois de novembre, on a déjà le thème? Oui, on a déjà le thème. Je pense que c'est peut-être portrait de famille, en fait, au mois de novembre. Et donc, on va choisir les tableaux à l'avance et on s'installe devant un tableau pendant à peu près 10 à 15 minutes avec le groupe, puis on en discute. On cherche des choses dans l'œuvre, mais on cherche aussi de nos expériences. Donc, il faut pas être connaissante dans l'histoire de l'art. Ça, c'est des conversations qui vont aller avec le groupe. Le guide va rajouter de l'histoire de l'art aussi, si ça donne. Ou bien, on parle de nos expériences. C'est quoi un portrait de famille? C'est quoi la famille? Et c'est vraiment un partage. OK. Et puis, puisque vous travaillez avec la Société de la démence, est-ce que les thèmes que vous choisissez par vous-même, vous les soumettez pour approbation ou vous lancez juste les thèmes? C'est ça. On travaille, on parle toujours avec eux, mais c'est vrai qu'on choisit toujours des thèmes un peu globaux parce que même si je choisis un thème de portrait de famille, on peut imaginer toutes sortes de tableaux, mais je choisis un trajet où les tableaux sont pas très loin l'un de l'autre. Comme ça fait pas trop de marche pour nos participants. Et on veut vraiment juste élaborer sur le thème et utiliser ça pour déclencher des conversations. Super, super. J'aime beaucoup ce programme. Merci. Et juste après, on va parler d'un autre programme, Jeudi créatif. Les jeudis créatifs. OK, c'est quoi les jeudis créatifs? Donc ça, c'est une conception de mon collègue dont vous venez tout juste de rencontrer, David. Okay. Les jeudis créatifs, c'était une occasion de découvrir des techniques artistiques. Donc, il y a toujours une démonstration avec un artiste à 18h et ensuite à 19h les jeudis. Le prochain, c'est le 25 octobre. Donc, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui, à peu près. Et donc, c'est vraiment c'est un temps où on peut découvrir nos capacités artistiques nous-mêmes avec un artiste. OK, qui est là, qui va juste nous guider. C'est ça. Donc, une démonstration formelle, comme on peut imaginer. Et ensuite on donne aux participants les outils et les matériaux pour essayer ces techniques. Et ça, le prochain, c'est le 25 octobre. Super. Et le troisième dont on va en parler, j'ai une question. J'ai une question. C'est quoi? J'ai une question. C'est un
un beau programme avec nos guides bénévoles. Ça se passe presque tous les jeudis soirs et les week-ends, donc les samedis, dimanches. J'ai les heures aussi que je peux vous donner. Mais c'est une chance pour le public de juste rencontrer nos guides bénévoles qui ont beaucoup de connaissances et d'expérience dans certaines salles. Donc, quand vous arrivez, disons, par exemple, dans les salles canadiennes et autochtones, vous avez plein de questions. Il y a une guide bénévole là qui peut commenter quelques œuvres ou pour discuter c'est quoi vos questions, vous diriger vers des œuvres d'art que vous préférez, par exemple. Donc, c'est un beau programme, encore une fois, la conversation sur l'art. Et ça se passe quand? Donc, les jeudis soirs, c'est entre 17h30. J'ai une question, ça se passe les jeudis? Oui. OK. Oui, parce que les jeudis soirs, on est gratuit. Donc, on est ouvert un peu plus tard, les jeudis soirs. Donc, entre 17h30 et 19h30, les jeudis soirs, et les week-ends entre 13h30 à 15h30. Super. Je vais vous garder avec moi pour parler du dernier programme. Oui. Alors, nous allons prendre une toute petite pause et juste après, on revient pour parler du dernier programme que offre le Musée des Beaux-Arts. Alors, on prend une toute petite pause. On revient tout à l'heure. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Donc, la dernière qu'on va parler. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Andrea. Bonjour. On a parlé de 3 programmes que vous offrez. Et puis le dernier programme dont on va parler maintenant, c'est le... Série des conférences. Okay. Donc, ce sont des conférences un peu plus formelles comme les gens attendaient. Ça déroule les mercredis. Donc, il faut aller sur notre site web pour avoir les dates. Mais le suivant, c'est, ou le tout début, c'est le 21 novembre avec Christopher Etheridge. Et c'est juste, il faut s'inscrire pour participer? Il faut s'inscrire et toutes ces informations, vous allez les trouver. C'est pas gratuit, mais c'est pas très dispendieux non plus. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et puis, pour tout, on va aller voir le site web. Là. Excellent. Merci. Alors, pour toutes les informations sur le Musée des Beaux-Arts à venir, les programmations, tout ce qui se passe avec eux là-bas, visitez le site web et puis achetez vos tickets, participez à tout ce qui s'en vient avec eux. Alors, demain à l'émission, nous aurons Santé publique Ottawa qui va nous parler de la stigmatisation et plein d'autres affaires. Et puis moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.